Bonjour et merci de nous retrouver sur En toute vérité, l'émission qui s'engage à décrypter l'actualité pour vous en toute transparence. Le Bénin traverse une période où la question électorale est au centre de toutes les attentions. Les dispositions du code électoral suscitent de vives réactions et interrogations au sein des chapelles politiques, surtout le parti Les Démocrates, n'est-ce pas, M. Montaillon? Oui, Henri Sauvignon Baudet, bonjour à vous, bonjour à tous nos auditeurs. Le code électoral, initialement en vigueur depuis 2019, a été modifié et complété le 15 mars 2024 avec de nouvelles dispositions et d'innovations. Mais à moins d'un an des élections générales de 2026, le code électoral modifié le 15 mars 2024 ne fait toujours pas consensus. L'opposition, la société civile et le clergé continuent de le dénoncer et demandent sa relecture. Le parti Les Démocrates fait partie des formations politiques qui insistent sur sa relecture. Pour en discuter et apporter un éclairage précis sur ces articles qui fâchent, nous accueillons ce dimanche matin sur En toute vérité une voix autorisée du parti Les Démocrates, Nadine Okumansou. Bonjour Nadine Okumansou et bienvenue sur l'émission En toute vérité. Bonjour madame la journaliste, c'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir toujours d'opiner sur les questions qui engagent pour notre pays. Merci. Je salue au passage les auditeurs. Alors, notre débat ce jour sera accentué sur le code électoral, mais d'abord dites-nous comment se porte le parti Les Démocrates dont vous êtes membre actif. Au parti Les Démocrates, vous savez déjà, nous sommes de l'opposition et comme tout parti politique, le parti Les Démocrates anime la vie politique malgré les représailles, malgré les restrictions des libertés de participation à la vie politique de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir les représailles auxquelles sont soumis le parti Les Démocrates, ou même lorsque vous demandez autorisation et vous avez l'accord de la mairie pour une activité, les policiers peuvent démarquer sur les lieux et vous interrompre et empêcher la tenue de l'activité. Ça s'est passé. Le cas le plus frappant, c'est le cas un député dans le Nord, qui a demandé autorisation pour une activité de réduction de compte, ce qui entre en ligne de compte de ses prérogatives en tant que législateur député. Absolument. La mairie le lui a accordé. Mais sur les lieux, les policiers ont fait éruption et ont empêché la tenue de l'activité. Et de surcroît, le hic dans l'histoire, c'est qu'il a été brutalisé. On lui a arraché de force sa tablette que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas pu récupérer, malheureusement. Oui, sur les réseaux sociaux, je crois qu'il a fait un message pour Opération. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il a fait les démarches? Bien sûr qu'il a fait les démarches. Bon, il faut notifier, il faut clarifier la situation et dire que normalement, parce qu'il a eu l'autorisation de la mairie, on ne devra pas l'empêcher, jusqu'au point même d'aller à la violence, parce que le rôle de nos forces de l'ordre, c'est de contrôler, d'apaiser, de garantir la sécurité des citoyens. Mais quand la police s'érige en cette force de violence pour brutaliser un législateur, un élu de la République, ça laisse à poser, ça laisse à délirer. Et il a eu à faire des démarches, il a fait une vidéo également pour dire que là, il a été envoyé, et il devait se rendre quelque part pour récupérer, mais on lui a dit que non, que c'est pas encore présent. Jusque là, en tout cas, pour l'information que j'ai, il n'a pas pu récupérer sa tablette. Il a dit très souvent que pour vos séances publiques, que ce soit de meeting, qu'il est difficile pour vous de prendre les autorisations, ou bien que vous n'arrivez pas à faire les formalités, c'est ça qui génère bien évidemment très souvent les descentes sur le terrain. Le cas que je viens d'évoquer illustre très bien la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Il a reçu l'autorisation, la mairie lui a autorisé de faire l'activité. Il a l'autorisation, il vient sur les lieux, puis les policiers démarquent et disent non, vous ne pouvez pas tenir la séance. Je ne sais pas, c'est que carrément on ne veut pas que le parti Les Démocrates puisse animer la vie politique et je ne sais pas, c'est de la... Comment on peut justifier ça? Puisqu'on n'arrive pas à comprendre. Comment on peut justifier ça? Dites-nous. Ça n'a pas d'explication. C'est que nous sommes restreints dans nos libertés, dans notre liberté d'animation de la vie politique. Parce qu'un parti légalement constitué a pour rôle d'animer, bien évidemment, la vie politique.
Mais lorsque, bon, d'abord, un législateur peut descendre sur le terrain et discuter avec les militants du parti, il n'y a rien. Mais lorsqu'on dit que vous devez au préalable demander l'autorisation, je ne sais pas quel motif là, mais en tant que des hommes avec du respect pour l'état de droit que nous sommes, on remplit les formalités, puis on se rend sur les lieux pour faire une reddition de comptes. Pas pour un simple individu comme moi, on pourrait dire Nadine Okumansou, c'est quoi? C'est un législateur quand même, qui représente le peuple. Discuter avec le peuple ne devrait pas poser problème. Il n'y a pas d'explication à ça, c'est de l'abus. D'accord. C'est de l'abus. On vous a compris, comme l'avait appelé Muré Monsonamé, cette émission a pour trame le code électoral, les articles, les dispositions qui fâchent. Est-ce que vous pouvez nous faire, si on est là, en nous rappelant quelques dispositions qui fâchent et pour lesquelles vous demandez la relecture du code électoral? D'entame, je dirais que le code électoral, par définition, est l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui cadrent, pour le dire, pour paraphraser, qui cadrent les élections politiques. Donc, bien évidemment que le code doit respecter, dans la mesure du possible, la transparence des élections, la liberté des élections, et surtout l'équité. Mais lorsque, dans l'article 146, par exemple, il est disposé que, vous permettez que oui, allez-y. L'article 146 nouveau du Code électoral béninois introduit un nouveau seuil d'éligibilité à l'attribution des sièges législatifs, en exigeant qu'un parti recueille au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chaque circonscription électorale législative pour pouvoir prétendre à des sièges. Cette disposition, couplée à l'introduction des accords de coalition parlementaire, constitue un outil de verrouillage institutionnel destiné à valoriser les partis au pouvoir UPEBR et à exclure de facto les partis de l'opposition. C'est l'interprétation que nous pourrons faire en général, l'ordre logique même des choses. Parce que, qu'ils vous souviennent que je ne parle pas en leur nom, mais je me permets de rapporter quand même ce qu'ils ont eu tout le temps à me dire, que le système partisan vise à assainir le monde politique. Il y a trop de partis politiques en République du Bénin. Il faut assainir le monde politique. Mais quand on est parti sur l'idée d'assainir le monde politique, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous avons combien de partis politiques? Nous en avons 3. 3, pourquoi? Parce que il a été exigé que pour se faire représenter à l'Assemblée nationale, les partis doivent avoir forcément 10% pour les élections. Et les élections législatives de 2023, 3 partis seulement ont pu tirer leur épingle du jeu et se faire représenter. Il s'agit de l'UP, du BR et les démocrates. Mais lorsque vous êtes arrivé à avoir 3 partis à l'Assemblée, je pense que 3 partis, ce n'est quand même pas trop. Mais lorsque davantage on corse le code électoral dans sa relecture, il y a lieu de se poser la question, mais que veut-il réellement? Ces gens-là, nos dirigeants-là, les majoritaires, que veut-il réellement? Arriver à un parti unique ou bien quoi? Parce que nous n'avons que 3 partis politiques. Et vous essayez de corser la loi en disant que d'abord il faut avoir les 10% comme c'était prévu par la loi sur le plan national, mais dans chaque circonscription, avoir 20% des suffrages exprimés. Et il faut que je clarifie ceci, c'est que vous devez avoir ces 20% dans toutes les circonscriptions. Sur les 24 dans les 24 Si vous avez, sur les 24, vous avez 23 circonscriptions qui remplissent ces critères, c'est que vous n'êtes pas éligible, c'est absurde. C'est de l'exclusion. Parce que ce qui se faisait traditionnellement, c'est que le parti qui est porté par le peuple, en tout cas, ces partis-là, les partis qui sont portés par le peuple, viennent en tête. Et d'office, on sait que ce sont ces partis-là qui vont contrôler l'Assemblée nationale parce que c'est la volonté du peuple. Mais lorsque on contourne avec la disposition de leur coalition parlementaire, c'est de la tricherie. Parce que
nous n'avons que 3 partis. Et c'est évident que si nous allions même aux élections, à ces élections couplées, que ce soit ces 3 partis qui soient à même d'avoir les 10% sur le plan national. Parce que, entre-temps, le parti FCDE qui a pu avoir quelques maires, aujourd'hui est aussi faible et ne pourra pas même avoir, ce n'est pas pour me dire, c'est pas évident qu'ils aient même leur représentation qu'ils ont eu par le passé. Alors, combien de partis sont ça même aujourd'hui? Ils travaillent sur le terrain, il ne faut pas l'oublier. Ils travaillent sur le terrain, mais quels sont les moyens compte tenu des statistiques du passé? Parce qu'il faut se baser sur des faits pour pouvoir juger le présent. Ils peuvent rebondir à tout moment. La politique reste ce qu'elle est. Oui, les démocrates ont participé pour la Je pense pour ma part que ce qui est visé dans ce code, c'est d'exclure le parti des démocrates. Pourquoi? Parce que, avec l'accord de coalition parlementaire, les partis UPR et BR peuvent fonctionner les 10% et l'avoir un peu partout, même si le peuple ne les porte pas. C'est parce que... Comment cela serait? Oui. Le parti des démocrates peut avoir 19,99% et sort en tête largement par rapport aux autres partis. Mais lorsque les 2 autres partis que j'estime vomis par le peuple réussissent le pari des 10% dans les circonscriptions et par l'accord de coalition parlementaire cumulent leurs voix, ils arrivent à 20% dans les circonscriptions et c'est de la tricherie parce que ce ne serait pas l'expression du peuple. Mais je pense que l'objectif visé dans ceci, c'est d'empêcher que le parti des démocrates ne se présente au Parlement pour la prochaine législature. Une monarchie veut être installée comme ce fut le cas au Togo. Quand vous évoquez le cas de l'accord de gouvernance, est-ce qu'il n'est pas possible également avec les démocrates de nouer donc un accord de gouvernance avec d'autres formations politiques pour quand même sortir, pour aller aux élections et respecter dans cette disposition-là? Si nous avons des partis politiques à même de remplir les critères de 10%, c'est de notre intérêt, puisque nous disons que les autres ont davantage sur nous et pourraient combiner leurs voix et avoir soulever des sièges. Malheureusement, ce ne serait pas l'expression de la volonté du peuple. Si nous avons des partis qui sont à même de remplir les 10% qui pourraient nous alléger la tâche, pourquoi ne pas le faire? On ne se prendrait même pas. Il y a d'aucuns qui proposent que les démocrates peuvent se rallier avec la FCDE. La FCDE n'a même pas pu avoir... Ou bien UP. Bon, nous sommes un parti de l'opposition et... Est-ce que c'est impossible pour vous de vous rallier avec un parti de la mouvance? Comment se rallier avec un parti de la mouvance? Les valeurs que nous portons, l'aspiration que nous avons pour le Bénin ne cadre pas avec les aspirations de ceux qui sont en face de nous. C'est ce qui constitue d'ailleurs notre opposition à ce régime en place. Alors, le code électoral, c'est pas interdit. Non, ce n'est pas interdit. Mais la réalité politique voudrait que quand même nous soyons logiques et logiques envers nous-mêmes. Nous faire un accord avec l'UP ou le BR voudrait dire seulement que nous ne luttons que pour avoir une position politique, alors qu'en réalité, ce qui nous préoccupe n'est pas que les postes politiques, c'est bien que le rôle premier même, l'objectif même des partis politiques, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Mais nous voulons l'exercer dans le but d'alléger la tâche aux Béninois. Oui, dans le but de faire la volonté du peuple. Si la volonté du peuple est contraire à celle de ceux qui sont en place, qui ne veulent même pas écouter le peuple, à quoi bon nous allier à... Bon, par rapport à cette discussion-là, que sujet maintenant le Parti des démocrates? Parce que la question de 20% dans toute la circonscription électorale donc, est évoquée. L'accord de gouvernance que vous pensez être une supercherie donc, pour sortir la tête de l'eau pour les prochaines formations. Qu'est-ce que vous nous suggérez au niveau du Parti des démocrates? Je pense que c'est ce que nous faisons. Nous appelons à la relecture du code électoral. Et ce n'est pas que nous sommes aussi naïfs pour ne pas s'imaginer que ça peut ne pas être possible. Alors ce que nous demanderons aux Béninois, c'est de comprendre la réalité de ce code, de comprendre l'objectif visé par ceux qui nous imposent le nouveau code électoral,
pour dire que s'ils ne prennent pas la responsabilité, la mesure de ce qui est dit dans ce code-là, que nous pouvons arriver à un parti unique en République du Bénin, où il n'y aurait pas de contre-voix, où le peuple, ce n'est pas comme ce que nous disons aujourd'hui, où nous avons même cette possibilité-là de parler malgré les représailles. On pourrait arriver à un moment où on n'aura même plus la possibilité de parler, puisque là, justement, vous-même, vous ne serez pas vous ne trouverez pas cette liberté-là de nous recevoir. Comment? Parce que si une monarchie est installée, qui contrôle tout, là, quand on a le pouvoir et qu'on installe, qu'on réussit le pari d'une monarchie, on ne veut pas laisser le pouvoir. Alors si je suppose que j'étais à de place, si je ne veux pas laisser le pouvoir, c'est que je contrôle tout pour empêcher que d'autres personnes ne prennent le pouvoir. Et quand j'ai la lassitude du pouvoir, j'empêche tous ceux qui veulent critiquer ma voix, malheureusement, parce que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'écouter tout le monde. L'idéal, c'est de travailler, de construire le pays avec les Béninois, en paix avec nous, parce que nous voulons un pays de paix. Parce que vous ne pouvez pas construire et ne pas chercher au préalable un climat de paix, parce que quand il y a la guerre, les gens vont détruire ce que vous avez pris du temps pour construire. Alors, à quoi bon construire? Non, il faut premièrement travailler à la paix, à la cohésion sociale. Ce que nous suggérons, c'est que les peuples sortent massivement pour voter, sachant que s'ils votent UP ou le BR, c'est la même chose. Parce que avec l'accord de coalition parlementaire, UP et BR, c'est la même chose. Disons que nous n'avons plus UP à part, BR à part. Les deux partis forment un seul parti aujourd'hui. Avec l'accord, si les deux arrivent à... C'est évident qu'ils aient un accord de coalition parlementaire. Non, parce que ça les avantages. Si on a de l'avantage sur quelque chose, je pense qu'il serait très naïf de ne pas s'en servir. L'évidence, c'est que les deux, si ce n'est pas l'objectif visé, ils ne prendraient pas cette disposition-là dans le code électoral. C'est justement pour leur favoriser la tâche qu'ils ont qu'ils ont disposé de l'accord de coalition parlementaire. Alors, il faut que le peuple sache qu'il faut faire le bon choix pour ces élections. Sortir d'abord massivement. Parce que quand ils ne vont pas sortir, les quelques-uns qui sortiront ne sommes pas encore pour la campagne pour que ce soit de voter. Ils feront le choix de ceux que peut-être ils ne veulent pas. Il faut qu'ils comprennent que UP et BR aujourd'hui c'est le même parti, il n'y a plus de UP, il n'y a plus de BR et c'est le bon choix. Et le bon choix, quand vous dites le bon choix, c'est de porter leur choix sur les partis qui portent leur aspiration. C'est de porter leur choix sur les partis qui pensent que avec les Béninois, on peut construire le Bénin, qui ne restreignent pas leur liberté, qui ne leur imposent pas que quand ils vont produire leur soja ou bien leur cajou, c'est le gouvernement qui va fixer le prix, non, il n'y a rien de mal, quand le gouvernement investit dans le secteur, il faut quand même que le gouvernement arrive à contrôler. Le gouvernement investit, et non, la glémie. Le gouvernement investit à le gouvernement faut des intrants quand même que c'est une politique agricole qui est développée depuis des années. Donc. Justement, c'est développé depuis des années, mais on n'empêche pas les producteurs de vendre à qui ils veulent. Non, les producteurs avec cette liberté-là, vous ne voyez pas que cela profite au pays lorsque les interdits de vente ailleurs. Profiter au pays. Lorsqu'un producteur, par exemple, n'est pas capable de transporter son soja de son champ pour sa maison, c'est du stress, c'est de la violation de leur liberté, ça ne répond de rien. Ce qu'on apprend, c'est qu'ils traversent les frontières pour aller vendre ailleurs. Est-ce que vous savez qu'il y a une mesure qui interdit même de transporter le soja du champ pour leur magasin ou bien leur domicile? C'est pas possible. Notre diabonné, il est glacé. Vous n'en domicile. Le gouvernement subventionne à hauteur de combien? Moi aussi, je suis du domaine. L'État toujours. Vous avez combien de temps? Vous avez fait combien de temps? Bon, je n'en parlerai pas ici, mais je suis dans le domaine. D'accord. Mais c'est ce qui se faisait depuis toujours. Mais Yahi Boni, par exemple, le président Yahi Boni n'a pas été aussi acharné avec les producteurs. Parce que il y a une politique qui a été au moins certaines mesures pour la politique agricole de Yahi Boni. Et donc, c'est le gouvernement ça ne lui donne pas le droit
de les stresser, parce que moi je l'appelle du stress. D'accord. On aura le temps de parler donc de tout ça. On revient donc sur le code de Mireille posé la question tout à l'heure, ça va. Oui, concrètement, est-ce que, oui, par rapport toujours à l'article 46, 146, pardon, oui. est-ce que les 20% sont difficiles aujourd'hui à trouver pour le parti, les démocrates, qui, bon, à vous écouter, c'est pas possible que vous ayez un accord de gouvernance avec un autre parti politique, une autre formation politique, même relevant de l'opposition? Non, c'est qu'on a tout intérêt à aller à un accord de coalition parlementaire, puisque normalement, si ça nous fait, quelqu'un gagne à dire non à ça. Mais lorsque vous analysez la scène politique, et vous trouvez qu'il n'y a même pas de parti, à même d'avoir les 10%, c'est que vous l'aurez en allant à un accord de coalition qui ne va vous servir à rien. Parce qu'au final, ça ne servirait à rien. Si nous allons en accord de coalition parlementaire, par exemple, avec la FCDE, et que la FCDE n'arrive pas à avoir les 10% sur le plan national, la loi dit clairement que ça ne servirait à rien. Qu'est-ce qui prouve pourquoi vous vendez rien n'est pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a véritablement évolué au niveau du parti FCDE? Ils ont eu plus d'élus, ils ont plus de moyens, quand vous analysez, la politique reste ce qu'elle est. Aujourd'hui, ils ont pris conscience, ils sont ils installent tous les thèmes de base. De 10 ou de combien de mails, ils sont à combien aujourd'hui? C'est que ils ont rétrogradé. Contrairement à l'avantage qu'ils avaient par rapport au nombre d'élus par le passé, ce n'est pas la même aujourd'hui. Donc, disons qu'ils sont beaucoup plus faibles par rapport à 2023 même. Ah bon? Oui, c'est la réalité. Les élections, nous irons. À part la FCDE, vous avez en France, vous avez MPL, vous avez GSR, vous avez NFL, vous avez également... Oui, nous bon. Et Daniel qui est... Nous le ferons du président Daniel Eda. Ouais. Comme je vous l'ai dit, nous avons tout autant intérêt à faire ce qui nous plaît. D'accord, ok. Ces partis n'ont même pas encore d'élus. Ce sont des partis qui, fraîchement, bon, je ne le dirai pas, ils sont des négaliers. Donc, à goûter une fois aux élections. Mais ils n'ont pas encore eu d'élus. Bon, s'ils n'ont pas réussi même à avoir d'élus alors qu'ils n'avaient pas les 20%, bon, la réalité est là et la réalité est ce qu'elle est. Ok, on va évoluer donc avec un autre article qui fâche. L'article 132, Henri Ambodé, je vais citer la suite, il dit ceci. L'article nouveau du Code électoral impose aux candidats à la présidentielle d'obtenir le parrainage de 15% des députés et ou des maires, tout en exigeant que ces parrains proviennent d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Oui, votre commentaire. Actuellement, le parti d'opposition Les Démocrates dispose exactement de 28 députés, soit le nombre exact requis pour le parrainage, pour parrainer un candidat. À première vue, cela pourrait permettre au parti de présenter un candidat en 2026. Mais il suffirait qu'un seul député des démocrates soit empêché, contraint à la démission ou empêché de voter pour faire chuter leur nombre sous le seuil des 28 députés. Dans le passé, des pressions politiques, des exclusions ou des défections orchestrées ont déjà été utilisées pour affaiblir l'opposition au Bénin et dans certains pays africains. Une autre disposition de l'article 132 verrouille encore plus la présidentielle. Les députés et maires ne peuvent parrainer qu'un seul candidat issu de leur propre parti. La liberté du choix des législateurs est mise à l'épreuve. Cela empêche tout éventuel soutien externe à un candidat d'opposition indépendant ou dissident. Cela vous ravit? Oui, lorsque vous n'êtes pas de la mouvance, lorsque vous êtes de l'UP, vous ne pouvez pas parader un autre candidat, un autre duo qui ne soit pas de votre parti politique. Est-ce que ce n'est pas toute logique qu'on arrive à encadrer ça pour qu'il n'y ait pas de changement, il n'y ait pas de chantage également? Les arguments sont trop bons pour expliquer l'inexplicable pour ceux qui ont leur objectif fixé et qui font feu de tout bois
au mépris même de la liberté des autres pour atteindre leurs objectifs. Lorsque vous savez que vous avez la majorité des élus, des législateurs ou des maires, mais dans la disposition, vous dites que les partis, les députés ou bien les maires de votre parti ne pourront pas parrainer autre parti. C'est pas dit que d'office, si même nous, on avait les 28, bon, c'est ce que nous faisons, si on a les 28, c'est que nous sommes à même de présenter en duo. Aucun autre parti de l'opposition ne pourra présenter en duo pour les élections présidentielles. La loi est taillée justement à la mesure du parti, les démocrates. Et la crainte, je l'ai dit, si un des nôtres est empêché, ou bien comme par le passé, nous avons appris qu'on a kidnappé les députés pour ne pas qu'ils s'expriment, qu'ils donnent leur parrainage ou bien quoi. Si cela arrivait, c'est que les députés ne pourront pas... Les DR aussi ont 28 députés. Les DR ont 28 députés, mais ils ont des maires, c'est ce qu'ils oublient de dire. Ils disent que nous avons les mêmes nombres de législateurs, mais ils ne nous disent pas qu'ils ont d'autres parrains qui ne sont forcément pas des législateurs, mais des maires. Ils ont l'avantage sur nous. Ça vous protège également. Est-ce que vos députés n'iront plus parrainer un duo de la mouvance ou un autre duo, mais seront fixés, vont rester et parrainer votre duo? Ça vous protège également? Ça protège également Est-ce que nous, on a ce problème? Mais je pense que c'est que la loi ne devrait pas être taillée à la mesure de ceux dont dispose le parti les démocrates. Parce que le parti les démocrates n'est pas la mesure de notre République. Si on prend des dispositions légales, c'est pour régir toute la vie des Béninois, tous les Béninois compris. Mais lorsque on dit les dispositions là de 15%, de 10%, faut en sorte que les démocrates respectent exactement les dispositions, l'obligation de la loi. Et je dis que la crainte, elle est profonde. Parce que si nous perdons un de nôtres, c'est que nous ne pourrons pas présenter un duo. Dis-moi, si les députés, qui peut trahir le parti? Est-ce que nous avons cette crainte-là d'être trahis ou non? Oui, c'est une sorte de trahison. Si quelqu'un, si un député part... Vous savez... Cette responsabilité engage les hommes politiques. Moi, je pourrais dire ici qu'aucun de nous ne trahit. Aucun. Je pourrais aussi dire qu'il peut y arriver que d'autres, sans pour autant citer des noms, peuvent trahir. Le dit n'est pas la vérité. Parce que je pourrais le dire et le contraire pourrait se passer. Mais tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que nous n'avons pas cette crainte-là. Nous estimons juste qu'on ne doit pas tailler la loi sur mesure, compte tenu de ce dont disposent les démocrates pour dire de quoi est-ce qu'ils se plaignent? Parce qu'ils respectent les conditions fixées par la loi. Non! La loi doit régir sur les Béninois. On ne doit pas tailler la loi sur mesure ou bien nous sommes pris dans une république démocratique. Nous le sommes. Et les autres partis de l'opposition doivent avoir la possibilité de présenter les candidats de leur choix. Ils doivent tenir les partis politiques pour arriver à un certain nombre de partis aujourd'hui en République de Bénin. Et ces partis-là aujourd'hui ne sont pas à même de présenter un candidat, c'est absurde. C'est qu'on on veut tellement arriver à un parti unique. Parce que même les démocrates sont visés dans ce jeu-là. Le parti, les démocrates, est d'office visé dans ce jeu-là parce que si c'est que on veut atteindre le monde politique, et on est déjà à 3 partis à l'Assemblée nationale, bon, quel qu'on veut restreindre là encore? Ça reste d'autres partis qui sont là. Ça fait, on a, en tout pour tout, il y a au moins un certain nombre de partis politiques qui sont encore. La loi qui a été votée. Oui. Vous allez vous constater que les démocrates respectent exactement les dispositions, les exigences de la loi pour présenter un duo. Pourquoi? C'est impossible, on ne peut pas faire ça. C'est pour justement que le parti, les démocrates, n'aient pas raison en décriant cette loi-là. Ils ont cru que nous tomberons dans leur piège en disant que nous déjà, on est à même de présenter en duo d'élection et que nous ne ferons pas le combat, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
nous ferons le combat pour que les autres partis également aient cette possibilité-là de présenter un duo aux élections présidentielles parce qu'il ne s'agit pas que de nous. Si vous avez amené ça à 29 députés, vous sera... Oui, bon, parce qu'ils sont, bon, je ne dirais pas intelligents, ils sont toujours dans les manigances. Ils savent que s'ils amènent ça à 29, le peuple dira d'office que c'est parce qu'on veut exclure les députés, les démocrates aux élections présidentielles, parce que nous n'avons pas 29 parrains. Nous n'avons que 28. C'est pour faire taire les Béninois qui vont dire peut-être qu'ils pensent que les Béninois sont aussi naïfs pour ne pas comprendre la réalité de ce qui se passe. Si on donne l'opportunité, donc, par exemple, au Parti des démocrates de toucher donc, cet article, cette disposition 132 nouveau, qu'est-ce que vous allez suggérer à la relecture? Parce que vous appelez à la relecture, qu'est-ce que vous allez suggérer, par exemple? Ramener le parrainage à 5%. C'est pourquoi? Bon, si on doit ramener le parrainage à 5% et faire élire cette loi-là, cette partie-là qui dit que un député d'un parti politique ne pourra pas parrainer un autre député le candidat d'un autre parti politique. Vous êtes pour la transhumance? Non, ce n'est pas que je suis pour la transhumance, mais j'estime quand même que les législateurs représentent les Béninois, pas un parti politique. Bon, d'abord, vous répondez de votre parti politique. Oui. Mais vous défendez les Béninois, c'est le rôle du législateur. Le législateur n'est pas là que pour son parti politique. C'est quand on est ministre qu'on défend les intérêts d'un président de la République. Mais le législateur défend les intérêts du peuple. Donc, on doit laisser cette liberté. Ce qui caractérise même le législateur, c'est sa liberté d'action. Est-ce si on laissait donc, cette liberté-là donc, aux députés, est-ce que vous ne voyez pas que ils pourront vous trahir? Ce sont les seuls bénéfices pour eux de trahir le parti et de faire d'aller soutenir un duo par exemple. Dans notre parti. Vous savez, le mal il est profond. Si on n'avait pas connu ce que nous avons connu par le passé pour arriver à une assemblée monocolore, le problème ne se poserait pas. Mais il s'est fait malheureusement que nous avons déjà connu, c'est une réalité, cette assemblée monocolore qui a induit à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Si il y avait une certaine liberté pour laisser les gens participer aux élections, et en 2019, on n'avait pas cette assemblée monocolore. Beaucoup d'autres partis seront représentés à l'Assemblée nationale. Et le problème du parrainage ne se poserait même pas. Ce qui pose le problème, c'est qu'en 2019, le mal est tellement profond, c'est qu'en 2019, on a eu un parlement monocolore. Ce qui a induit aujourd'hui à 3 partis seulement à l'Assemblée. Et les démocrates n'ont que 28 nous disons que l'opposition en général n'a que 28 députés. Puisque, bon, nos autres amis, pas que je les accuse, de la FCBE, on a du mal à comprendre leur position. Mais au ministère de l'Intérieur, c'est un parti qui relève de l'opposition. Mais ils ont plus tendance à se pencher vers... Tout le monde n'a pas la même méthodologie. Pour les élections générales de 2026, nous dirons beaucoup plus, puisque là, ils n'auront pas le choix que d'appuyer leur position politique. Mais c'est un parti de l'opposition quand même, comme le parti démocrate. Bon, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas de l'opposition, mais je dirais tout simplement que nous avons du mal à clarifier leur position politique en 2020, puisqu'ils se penchent plus vers les intérêts de ceux qui nous dirigent. Et cela voudra dire qu'ils ne sont pas de l'opposition, selon vous? Bon, je ne le dirai pas. Les actes diront beaucoup plus qui ils sont. Un acte officiel, c'est que le secrétaire le SEM, a été donc je dirais, comment vous appelez ça? J'ai vu le thème là. Dans les arrondissements, la CBE a participé à des, bon, pour ne pas dire, bon, je le dis, à des manœuvres pour la destitution des conseillers, des maires, en tout cas, en faveur du parti de la mouvance. Mais lorsque vous agissez de cette manière-là, vous n'attendrez pas quand même que les gens disent que vous êtes de l'opposition, puisque d'office, normalement, si vous êtes de l'opposition, vos positions doivent arranger beaucoup plus ceux qui partagent les mêmes aspirations que vous. Je veux parler du parti, les démocrates, non pas parce que je suis démocrate, mais c'est l'ordre logique de la chose. Mais lorsque vous vous penchez vers de la mouvance, c'est ce que nous disons que votre position n'est pas telle. On vous aura compris. On va évoluer la vie de nos commençons au nom des articles qui fâchent, qui
fait grincer les dents. Il y a également l'article 93 du Code électoral. Monsieur Moussanamé? Henri Ambodet, oui, exactement. Il y a l'article 93 qui stipule que l'article 93 du Code électoral organise la répartition des procès verbaux et des feuilles de dépouillement entre plusieurs institutions, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome Sénat, l'arrondissement, et pour l'affichage, voilà, j'y arrive, et pour l'affichage. Nadine Okumansou? Oui. Et l'article 93 a fait des dispositions relatives à, comment je dirais, en général aux procès verbaux. Ouais. Et la Cour constitutionnelle doit avoir une copie, la Sénat, l'arrondissement, mais nulle part il n'a été disposé que les partis politiques en liste pour les élections aient copie des procès verbaux. Je pense pour ma part que ce n'est pas juste. Ça ne garantit pas, ce faisant, la transparence des élections. En cas de contentieux, lorsque nous aurions constaté de fraude, on ne le souhaite pas, pour éteigner nos recours devant les juridictions, il nous faut ces procès verbaux, l'original des procès verbaux. C'est pourquoi la loi doit obligatoirement disposer d'une copie pour chaque parti. Parce que vous ne pouvez pas être parti politique, vous participez aux élections et on ne vous donne pas les éléments nécessaires pour d'éventuels recours. Par le passé, nous avons eu à nous confronter à cette triste réalité où nous étions obligés de photocopier les procès verbaux, bien que nous avons eu tellement de mal pour y arriver. Et nous l'avons présenté, on nous a parlé de caduc, que ces causes sont caduques. Si par le passé, vous avez connu une telle réalité. L'évidence aujourd'hui, c'est qu'on dise que les partis doivent obligatoirement avoir les procès verbaux pour éviter cette situation. Mais au-delà, c'est qu'on prend une disposition légale maintenant pour dire que, pour donner les procès verbaux à des institutions, oubliant la participation de ces acteurs, là, parce que les partis politiques sont des acteurs des élections, il n'y a pas d'élections sans parti politique. C'est pas possible, c'est que nous pensons que c'est de la tricherie. Oui, mais écoutez, donc, par exemple, le ministre conseiller à la justice aux relations extérieures, ces procès verbaux au niveau arrondissement seront disponibles, mais c'est au niveau, dans les bureaux de vote seront disponibles, c'est au niveau arrondissement que on dit qu'un seul représentant, que vous pouvez, en tant que, vous pouvez donc diligenter vos représentants dans les bureaux de vote qui vont faire la compilation. Est-ce que ça vient? Ce que je dis, c'est que si nous avons les procès verbaux, pourquoi allons-nous nous alarmer? Ce que nous demandons, c'est d'entrer en possession des procès verbaux pour que, en cas de fraude ou bien, qu'on puisse avoir l'élément nécessaire pour éteigner les recours que nous aurions portés à la Cour constitutionnelle, ou bien, en tout cas, aux institutions compétentes. Mais parce que nous estimons que si le jeu est clair, s'il ne craint rien, s'il ne faut pas par une tricherie, les élections, normalement, doivent être transparentes. Mais si la loi doit prendre des dispositions pour garantir la transparence des élections. Mais lorsque il y a un guise au roche, on dit qu'on ne dit pas que les partis doivent forcément avoir de projets, c'est que ça cache quelque chose. Nous disons, qu'est-ce que cela nous prépare? Parce que si votre objectif n'est pas de tricher, vous ne cachez rien, vous ne préparez rien, je ne vois pas l'intérêt de ne pas donner les procès verbaux aux partis politiques qui vont prendre part aux élections. Qu'est-ce que le Parti démocrate devra faire maintenant face à cette disposition?
Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, c'est que, bon, soit c'est la loi qui est réduite, soit on fait obligation pour que tous les partis qui vont prendre part aux élections aient les procès verbaux. C'est quand même clair, non? Pas seulement le Parti démocrate. Non, pas seulement le plus important. Pas seulement le jeu la lutte que nous menons n'est pas focalisée sur notre personne, notre identité. C'est une question de principe. Nous pensons que tous les partis qui doivent prendre part aux élections doivent quand même avoir cette possibilité-là d'entrer en possession des procès verbaux, parce que pour des éventuels recours, ils doivent avoir les éléments suffisamment importants pour éternuer leur recours. Voilà, monsieur, vous nous suivez donc, vous êtes sur l'émission En toute vérité. Aujourd'hui, le thème de notre émission, code électoral au Bénin, c'est l'article qui fâche, et nous avons en studio, bien sûr, une voix autorisée du parti Les Démocrates, Nadine Okoumasso. Myriam Moussa, normalement, a évolué, et évoqué maintenant un autre article qui passe. L'article 42, vous l'avez cité entre-temps, l'article 42. Que dit l'article 42 et on va faire le commentaire. L'article 42 du Code électoral instaure l'obligation pour tout candidat à une élection de fournir un quitus fiscal délivré par l'administration fiscale. Ce document atteste que le candidat est en règle avec ses obligations fiscales et constitue une condition essentielle pour valider sa candidature. L'objectif principal de cette disposition est de garantir que les élections sont financièrement, les élus, sont financièrement responsables et respectent les obligations fiscales de l'État. Cependant, son application soulève plusieurs préoccupations démocratiques. D'une part, le traitement des demandes de quitus fiscal peut être sujet à des lenteurs administratives. Nous l'avons vécu, moi qui suis ici, j'ai été victime de ça. Comportement d'égalité d'accès aux élections. D'autre part, il existe un risque d'instrumentalisation politique où le refus ou le retard dans la délivrance du quitus peut empêcher la candidature de cette personne-là. Par le passé, moi qui suis ici, je me disais, et c'est pas que je me disais, c'est ma réalité, que je ne dois rien aux impôts. Mais je n'obtenais pas mon quitus fiscal. J'ai fait les démarches comme les autres responsables du parti Les Démocrates. Mais il se fait que, je dois près de 600 000. Pour une société, aussitôt créée, aussitôt disparue, parce que, pour des déficits. Et je dis, c'est pas possible. La société n'a jamais existé. Ils vont dire que nous sommes toujours dans l'informel et que nous ne voulons pas payer les impôts. J'ai fait ce de tout bois et j'ai remboursé malgré que cette société n'a jamais travaillé quelque part. Malgré ça, je n'ai pas eu mon quitus dans le temps. Et j'ai hurlé un peu partout, mais ça a engendré ce que ça a engendré malheureusement. Ça a engendré quoi? Je n'ai pas été... Le parti ne va pas m'attendre. Si d'autres ont leur quitus fiscal... Vous étiez en retard. J'étais en retard. Finalement, vous l'avez eu? Je l'ai eu finalement, mais ça n'a servi à rien. Ça ne m'a servi à rien. Mais quand même, vous avez une connaissance de votre tableau fiscal. Oui, est-ce que j'avais des tableaux fiscaux? La réalité est ça. Et beaucoup d'autres comptes comme moi, ils sont nombreux à être frappés par ça. Ou est-ce qu'on a instrumentalisé le quitus fiscal pour empêcher la candidature des personnes au niveau du parti des démocrates? Parce que justement, on veut nous exclure. On instrumentalise les documents administratifs à des fins politiques, ce n'est pas normal. C'est de l'abus à la limite. Moi, je vous l'ai dit, pas au vu de tout le monde, mais j'ai coulé les larmes. Parce que j'étais au soleil tous les jours, du lundi au vendredi. Parce que je voulais obtenir mon quitus. Parce que le parti m'avait déjà choisi pour être candidate dans le littoral. Est-ce que le traitement n'était pas aussi... Parce qu'il y avait beaucoup de demandes, donc il faut faire ça, il faut faire le traitement par base. Est-ce que ça n'avait pas contribué également à cela? Il y avait beaucoup de traitements. Les gens de la mouvance l'ont eu. Parce que ils sont vite pris. c'est nous qui avons accusé de retard.
Non, c'est de l'instrumentalisation. D'accord. Qu'est-ce que le parti les démocrates propose par rapport à cet article 42 si on vous donnait le possible de revoir Pourquoi ne pas laisser les gens aller aux élections? Non pas que nous ne voulons pas que les gens fassent leur census fiscal. Oui, on peut faire obligation de ce que, avant même de prendre siège au Parlement, tu dois solder. Ça, c'est raisonnable. Vous me disiez, monsieur, et ceux qui ne seront pas élus pour être représentés à l'Assemblée nationale, il faut prendre d'autres mesures. On pourrait faire obligation. Il y a plusieurs manières pour récupérer l'impôt. Lorsque vous empêchez les gens d'être candidats à une élection, c'est ça qui va leur faire obligation de rembourser. Non, mais c'est de l'exclusion. Moi, je pense pour ma part que c'est fait à dessein pour empêcher la participation de l'opposition. C'est pourquoi, justement, la loi doit faire obligation de ce que, en tout cas, parce que on profite de des élections pour exclure l'opposition. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dire que les députés ou bien, en tout cas les élus pour entrer en fonction, doivent solder leur dû. C'est ce que je propose. C'est ce que je propose. C'est que vous proposez également que les élus ne puissent pas payer l'impôt, rembourser l'impôt, payer l'impôt avant d'être élus. Non, bon, on pourrait remplacer, par exemple, le quitus fiscal par une déclaration sur l'honneur. On pourrait remplacer le quitus fiscal par une déclaration sur l'honneur. En effet, lors des dernières législatives, le directeur des impôts a admis devant la Cour constitutionnelle avoir reçu des instructions afin de ne pas remettre aux bénéficiaires leurs quitus fiscaux et a ainsi démontré le caractère arbitraire. C'est clair, je vous ai dit, j'ai été victime de ça. J'ai été victime de ça. Moi, je ne devais rien aux impôts. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'on va trouver... Je suis allé dans les détails pour vous dire que normalement, je ne devais rien aux impôts. Parce qu'une société qui a été créée, qui n'a jamais exercé, ne doit rien aux impôts. Il n'a même pas de siège. Il n'a pas qu'il y a de qui a eu. Ça a été créé. Oui, c'est rentré dans la... Ça a existé. Oui, ça existe. Oui, vous avez pas de passé? Non. Bon, c'est ce dont je vous parle justement. Ce n'est pas le fait qu'une société existe, que d'office, cette société doit aux impôts. Ce n'est pas le fait que ça n'a pas duré dans le temps que ça ne pas. Non, ce n'est pas parce que ça existe. Quand je le dis comme ça, je sais que je me suis mal expliqué, même peut-être parce que la société existe et vous existez pour un long moment et après vous dites que vous ne devez rien aux impôts, c'est faux. Mais ici, dans mon cas, c'est que aussitôt la société n'a même pas exercé. La société n'a même pas eu de siège. Ce dont je vous parle, c'est qu'il n'y a rien eu de formel pour cette société. Je ne devais rien aux impôts. Et pourtant, ils ont dit non en tout cas, ils ont eu des arguments pour dire je dois payer à hauteur de 600 000. Et je vous ai dit, ce n'est pas l'argent qui pose le problème. J'ai soldé, je n'ai pas eu le petit à 100. Et la déclaration sur l'honneur que vous proposez, ça servira à quoi? Ah bon, constatez que vraiment je dois aux impôts. L'intéressé doit répondre et dire vraiment je reconnais devoir aux impôts quel montant qu'on lui reproche de ne pas payer. Et si des échéances par exemple disent je vais payer à hauteur de 6, et à quelle échéance, et de commun accord avec l'administration, ils pourront régler ce problème-là. Si après, on trouve qu'il n'y a pas de volonté, parce que s'il n'y a pas de volonté, bien évidemment, il ne va pas solder, même à ces échéances-là. Mais là, les juridictions compétentes feront leur travail. On saura qu'il n'y a pas eu une volonté, comme, bon, vous ne pas dématérialiser de nouveau effort, d'exclure ou bien d'empêcher quiconque de participer aux élections. Les gens seraient transparents. Parce que quand les gens donnent leur parole, ne respectent pas les juridictions compétentes feront leur travail après pour poursuivre ça. Et on n'aura rien même à reprocher à ceux qui agiraient de la sorte parce qu'il y aurait une mauvaise volonté de ne pas payer les impôts. Ok. On va continuer. Madame, commençons. L'article que vous avez cité en tout temps, l'article donc 66, on peut parler de ça, les gars. Ça dit quoi? Et quelle est la proposition? Quelles sont les suggestions du Parti démocrate? L'article 66 du Code électoral
confie à la Commission électorale nationale autonome Sénat la responsabilité de nommer les membres des bureaux de vote. Cependant, le texte ne précise pas la procédure de sélection, ce qui soulève des préoccupations quant à la transparence et à l'équité de ce processus. Cette absence de clarté peut conduire à une perception de partialité, notamment si les présidents et les assesseurs des bureaux de vote sont des militants de la mouvance présidentielle, excluant ainsi l'opposition de manière effective. Je ne sais pas si vous avez compris l'explication donnée, mais lorsqu'on ne permet pas, parce que avec la loi en l'état ne garantit pas que les partis je parle au nom de tous les partis de l'opposition, les partis de l'opposition puissent présenter dans les bureaux de vote leurs représentants. Parce que la loi ne fait pas obligation de ce que tous les partis qui ne prennent part aux élections doivent forcément avoir des représentants dans les bureaux de vote. Et comme ça, comme nous n'avons pas le regard sur ce qui se passe dans les bureaux de vote, c'est que on peut nous frauder, on peut nous voler. Vous voulez que dans le processus qu'on dise, oui, le président c'est pour les partis démocrates, oui, pour les associations pour la mouvance. Quelle est Ce que nous proposons, c'est que à la limite que ça se passe comme ça ce sujet, où les députés proposaient les représentants de ça se passer à l'Assemblée nationale dans le cadre du code électoral. Ce qui est annoncé là, c'est que pour ce que j'entends dire, la Sénat lance le processus, donc tout citoyen, on ne sait pas compte de déposer les dossiers. Oui, on ne sait pas compte de l'opinion politique. Mais ce qui est évident, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on pourrait arriver à... Bon, parce que nous savons, la Sénat, c'est qui? C'est qui la Sénat? La Sénat, bon, la réalité voudrait qu'on soit honnête envers nous. Oui. Lorsqu'à la Sénat, l'opposition n'est pas représentée. On dirait que c'est l'opposition et la mouvance. Mais c'est resté comme ça depuis le temps de notre président. Mais avant, les dispositions donnaient, faisaient obligation à ce que les députés participent au choix des membres des bureaux de vote. Donc, même si ça se faisait à la Sénat, donne ses représentants, les députés ont cette possibilité-là, cette largesse-là, de faire représenter leur parti politique. Et faisons-le de la sorte. Si on estime, dans les 642 villages, si les démocrates doivent faire représenter, doivent envoyer donc les représentants, ça fait, dans la circonscription électorale, ça fait à peine, il y a 8 députés. Donc vous n'allez pas couvrir tout le territoire. Mais la loi tiendra compte de ça aussi. La loi fera en sorte, mais la loi règle les problèmes. Est-ce que c'est ça que vous n'avez pas confiance également à la Sénat? Là où vous n'êtes pas, comment vous... Les gens avec qui vous ne partagez pas la même vision de la chose. Vous n'avez pas les mêmes idéologies. Et ce sont eux qui contrôlent. Comme nous avons eu l'Assemblée monocolonie, nous avons dit que les gens, l'opposition a représenté, on ne pourrait pas le dire, c'est la réalité des choses. C'est que nous ne sommes pas là-bas. Oui, mais vous pouvez au moins contrôler le processus. Demandez à vos militants qui sont à même de faire le travail, de déposer, de postuler, pour voir à la fin qu'est-ce qui... nous le ferons, ça c'est l'évidence. Nous le ferons, mais ce que nous craignons, c'est que les leurs soient choisis au détriment des nôtres. Ce sont eux qui décident de soi. Est-ce que dans le profil, il est mentionné, est-ce qu'il est demandé l'appartenance à une formation politique? Non, même si on ne le dit pas. Nous savons tous comment ça se passe. Où les gens peuvent envoyer, je le dis, c'est une vérité. Comment ça se passe? Si ces gens-là envoient une liste des gens de leur parti, même si les dossiers sont déposés, on te dit que voilà, il y a j'appelle le nom de la jeunesse du DL, Nadia Okoumou. Voilà, Nadia Okoumou sont à déposer son dossier pour que tu la prennes parce qu'elle doit représenter le bureau à tel endroit. Les gens la répondent. C'est ce que je faisais. C'est ce qui se faisait. Oui. Non, c'est pas que ça se faisait, mais l'être humain reste ce qu'il est. Et parce que vous défendez vos intérêts. Vous défendez le régime qui vous a mis là. En tout cas, il n'y a pas l'opposition là. Ceux-là vont penser prioritairement à eux, c'est humain. C'est humain, c'est pourquoi nous demandons d'être impliqués aussi.
pour ne serait-ce qu'avoir notre regard sur ce qui se fait. Les représentants de votre formation politique dans le bureau de vote, à part le président, les assesseurs, il n'y a que vous pouvez donc envoyer votre représentant le jour-là. Et donc, qui contrôle également ce qui se fait là. Donc déjà, vous avez votre œil là. Ça ne suffit pas. Comme je vous l'ai dit, si on ne donne pas les procès-verbaux à ces personnes-là, pour que le parti ait de quoi éteigner d'éventuels recours, c'est que, comme par le passé, ils diront que les preuves apportées sont caduques et puis ça. C'est une réalité. Comme je l'ai dit, la loi devrait résoudre les problèmes et non en créer d'autres. Et si nous voulons résoudre les problèmes, il faut voir ce qu'il y a sur le terrain, ce qu'il y a à corriger. Mais lorsque on légifère pour, ne serait-ce que, en tout cas, contrôler. D'autres actions, visiblement, ce qui se remarque, c'est que on sait d'office que l'esprit là, c'est pour tricher, pour frauder. Pourquoi vous pensez que le code électoral a été modifié pour tricher? Oui, parce que c'est l'évidence, vous voyez. Par exemple, l'article 148 dont nous avons parlé. Oui. Ils savent qu'ils détiennent la majorité des parrains. Et ils disent qu'ils ont fait obligation à ce que ce soit exactement ce dont dispose le parti les démocrates, pour qu'au cas où nous perdons un député, nous ne soyons pas à même de porter un duo. Pourquoi ce serait comme ça? Si c'est que nous avions peut-être 100 parrains, et on prend cette disposition, nous ne dirons pas que la loi a été taillée sur mesure pour nous exclure ou bien pour nous empêcher d'entrer au Parlement à cette future législature. Non, mais l'évidence c'est que selon ce qui est mis devant nous là, nous savons que c'est l'objectif visé, c'est d'arriver à un parti unique en République du Bénin. Encore? Oui! Le système partisan ne prône pas ça quand même. Le système partisan prône quoi? Un homme raisonnable quand même de parti politique. Aujourd'hui, on est à l'esprit du système partisan, c'est de réduire les partis politiques, je vous l'ai dit. C'est pas moi qui vous le dis. Et à l'Assemblée nationale, nous n'avons que 3 partis. Alors si on passe davantage les mesures, c'est pour arriver à combien de partis? C'est de réduire le nombre de partis politiques, mais pas pour exclure les partis de l'opposition. l'opposition. On veut redire encore les 3. Si on veut redire, si vous convenez avec moi, qu'on veut redire les 3, c'est qu'on veut arriver à 1. Non, c'est pas de grands ensembles. Grands ensembles, c'est dans un parti politique, parce que moi, c'est 3 partis qu'on a. Et on veut redire qu'on peut arriver à 1. On a 3 partis politiques au Parlement. Au Parlement. Mais pas. Il y a des partis Ce politiques. que vous oubliez, c'est que pour être éligible, même pour candidater aux élections présidentielles, il faut avoir des parrains. C'est pourquoi je ne parle pas des autres. Les autres n'ont pas cette force. Ils n'ont pas les règles pour participer à une élection. Pourquoi parler d'eux? Les communales, ils peuvent se sortir donc la tête pendant les communales et les législatives. Oui, je n'en parle pas. Les communales, oui. Voilà un autre aspect de la chose. Oui. Pour une même élection, on vous fait rater de justesse les législateurs, mais on vous laisse avoir des maires. Pourquoi? Parce que on veut avoir, ce qui intéresse là, c'est l'Assemblée nationale. On veut contrôler l'Assemblée nationale, on veut avoir une Assemblée nationale monocolore comme ils l'ont eu par le passé pour arriver à un parti unique. Parce que quand ils vont réussir le pari d'un Parlement monocolore cette fois-ci, je vous assure que c'est pour exclure toute l'opposition de la course aux élections en République. Comment? Comme ça s'est passé au Togo, on va arriver là. Ou avec au fil des années. Le Togo, désormais, c'est un régime parlementaire. Un régime parlementaire, oui. Bon, on sait donc. On est toujours dans le régime un régime parlementaire, on pourrait arriver là. C'est pourquoi nous alertons l'opinion sur le risque de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui peut arriver demain. Parce que l'esprit, je vous l'ai dit, moi, il n'y a que 3 partis, on va pas redire les 3 là pour avoir combien? C'est un seul parti. D'accord. Madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez en ce moment votre émission en toute vérité. Notre invité aujourd'hui sur cette émission, c'est Nadine Okumansou, membre active du parti de l'opposition Les Démocrates. Et nous parlons ici exclusivement du code électoral avec notre invité. Nadine Okumansou, au nom des articles
qui fâche et dont l'opposition appelle à la relecture figure l'article 17 du nouveau code électoral tel que modifié par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 stipule que l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP doit transmettre à la Commission électorale nationale autonome Sénat les statistiques relatives à la liste électorale informatisée depuis 180 jours avant la date du scrutin. Et le même article stipule que la liste électorale complète doit être fournie au plus tard 60 jours avant le premier scrutin de l'année électorale avec une publication 15 jours avant sa transmission à la Sénat. Nadine Okumansou, votre interprétation? Le droit de vote est un pilier essentiel de la démocratie, garantissant à chaque citoyen la possibilité de participer aux élections politiques dans son pays. Cependant, l'application actuelle de l'article 17 du Code électoral béninois présente une lacune qui pourrait priver certains béninois de ce droit fondamental-là. En effet, la rigidité des délais fixés pour l'extraction et la transmission de la liste électorale entraîne une exclusion involontaire des jeunes citoyens qui atteignent l'âge de 18 ans entre la date d'extraction de la liste et la date des élections présidentielles, car la loi parle d'extraction par rapport au premier scrutin de l'année, c'est-à-dire les élections couplées, législatives et communales. Si on extrait la liste à la base de ces élections-là, c'est qu'on ne tient pas compte de ceux des nouveaux majeurs, ceux-là qui auront, après ces élections couplées législatives communales, 18 ans, on ne leur permet pas de participer aux élections présidentielles alors qu'ils sont en âge et qu'ils remplissent les critères pour voter, pour participer au choix de leur président, du président de notre République. Je pense que nous sommes dans un État démocratique et le droit de vote est un droit reconnu à tout citoyen. La disposition de la loi dans l'article 17 en l'état ne permet pas que tous les Béninois puissent jouir de la même manière, de manière égalitaire de ce droit-là, qui pourtant est constitutionnel. Je ne peux pas être en âge de voter. Et je remplis les critères, on me revoit, bon, rien ne m'interdit quand même de participer au choix du premier responsable, parce que le président de la République, c'est le premier responsable de notre État. Et j'ai envie, je suis en âge, mais la loi m'empêche de choisir qui je veux pour être président de ma République. C'est injuste. Je pense qu'on doit forcément tenir compte des dernières élections. Je veux parler des élections présidentielles. Pour fixer le délai. Pour histoire de permettre à Est-ce qu'on serait pas en retard? Est-ce qu'il ne va pas... oui, je vous change de le dire, parce que pour les élections communales, il faut quand même... C'est bon. Je comprends votre préoccupation. Ce qu'il y a lieu de faire en ce cas, je pense qu'on doit reprendre la liste. Reprendre la liste bien après les élections couplées législatives communales, reprendre la liste pour permettre à ce que ces nouveaux majeurs puissent participer aux élections présidentielles. Oui, c'est ce qu'il y a même à faire. Parce qu'on ne peut pas empêcher une catégorie, un certain nombre de Béninois de choisir de participer au choix du président de leur République. Oui. C'est une discrimination. Et vous, en tant que parti politique de l'opposition, par exemple le Parti des démocrates, qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce que vous suggérez donc on change les choses ou bien qu'on trouve d'autres alternatives pour que tout le monde aille voter? Pour renforcer la légitimité démocratique du Bénin, il est crucial d'adapter le cadre légal afin de permettre à tous les citoyens éligibles, y compris les nouveaux majeurs, d'exercer leur droit de vote. Pour le faire, il faudrait permettre une seconde extraction du fichier électoral pour les élections présidentielles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on reprenne la liste électorale pour inclure les nouveaux majeurs, afin que tout le monde, en tout cas en âge de voter, puisse
librement aller voter, aller choisir son président, que les Béninois soient à même de choisir qui sera leur candidat, leur président dans les années à venir. C'est important. C'est vrai que le temps de presse est un tout à fait sur lequel on pourrait venir. Mais bon, oui, Nadine, au commencement, il a dit que ce code électoral modifié et voté donc depuis mars 2024, c'est pour qu'il y ait l'unité nationale que le code a été voté. Qu'est-ce que vous répondez? Peut-être qu'ils ont eu de la volonté d'une cohésion nationale, mais je pense que tout ce qui a été fait jusque-là ne garantit pas la cohésion nationale. Parce que lorsque vous empêchez les gens de participer à une élection, vous empêchez leur ambition, vous ne travaillez pas pour une cohésion nationale. Et lorsque par-dessus tout, vous prenez des dispositions pour dire que forcément pour être éligible à l'attribution des sièges au niveau parlementaire, il faut avoir non seulement 10% sur le plan national, mais 20% dans toutes les circonscriptions. On ne travaille pas pour la paix. Parce que cette disposition, disons-nous la vérité, sont de nature clairement à ne pas respecter la volonté populaire, la volonté du peuple. Parce que on ne peut quand même pas être un parti politique et gagner le pari des 20% dans la circonscription pour les 23 circonscriptions, et dans une circonscription vous avez 19,99% des suffrages exprimés, mais c'est à cause des 0,01% manqués, vous ne serez pas représenté à l'Assemblée, alors que le résultat des urnes montre à suffisance la volonté du peuple de vous porter à l'Assemblée nationale. Cependant, vous voyez deux partis vomis par le peuple qui n'ont pu avoir par endroit que 10% et 10%, soit 8%, 12%, soit 14%, 6%. Mais vous voyez ces partis-là qui n'ont rien d'une volonté du peuple, qui vont prendre le contrôle du Parlement, du prochain Parlement, alors que visiblement c'est vous qui êtes porté par le peuple. On ne travaille pas à la cohésion nationale. Tout ce qui a été fait selon moi, et quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous voulons critiquer, on ne critique pas pour le plaisir de critiquer. Tout ce qui a été fait est fait à dessein pour exclure. Parce que je dis, comme je le dis, l'esprit, l'objectif visé, c'est d'arriver à un parti unique. En tout cas, qui nous montre les actes posés, les dispositions qui ont été prises, montrent à suffisance qu'ils ne veulent pas, ils veulent d'un parti unique en République du Bénin. S'il n'y a que 3 partis politiques, et encore les dispositions pour que on ait un parlement monocolore, quel intérêt les 16 ans cela vise à attirer encore à un parlement monocolore si ce n'est pas pour arriver à un parti unique, sinon, si ce n'est que pour assainir le monde politique. Nous avons aujourd'hui 3 partis à l'Assemblée nationale. Et pour porter un candidat aux élections présidentielles, il faut forcément se faire parrainer. Donc c'est clair qu'un parti ne peut pas se lever, un jeune parti qui n'a pas encore d'assises, et qui ne peut pas être représentatif, ne peut pas être candidat aux élections présidentielles parce qu'il faut forcément avoir les pareils. Donc l'objectif derrière tout ce qui a été fait jusque-là, je pense que c'est pour exclure. Et quand on le fait comme ça, on ne travaille pas à la cohésion nationale. Parce que lorsque vous prenez des lois pour exclure, pour empêcher les gens d'exprimer leur volonté par les unes, il va se passer ce qui s'est passé par le passé. Nous ne le souhaitons pas. Donc pour vous, il n'est pas question de l'unité nationale. Non, il n'est pas question de l'unité nationale. Quand vous voulez d'unité nationale, vous travaillez à respecter la liberté des gens. Vous travaillez à respecter le droit de la participation aux élections des gens. Vous laissez les élections transparentes. Vous donnez la possibilité à tous les citoyens en âge de voter, d'aller choisir librement leurs candidats, pas de mettre des restrictions pour empêcher que ceux qui ne partagent pas vos aspirations ne puissent pas dire leur mot dans la République, en tout cas pour ce qui concerne la politique de gestion de gouvernance de leur pays. Je pense pour ma part que beaucoup de choses sont à revoir pour permettre à ce que nous n'ayons plus jamais à vivre ce que nous avons connu par le passé. Je veux parler des événements
de 2019 et de 2021, où il y a eu des tirs à balles réelles, d'autres se sont vus les bras cassés, d'autres ont fait la prison. Même moi qui vous parle ici, j'ai connu l'expérience de la vie carcérale, juste parce que moi, juste en raison de mes opinions, non pas qu'on m'a trouvé sur un lieu de manifestation, encore que le droit de manifestation est un droit reconnu à tous les citoyens béninois. Quand vous ne partagez pas une aspiration, quand vous ne partagez pas une décision, vous êtes à même, c'est votre droit, de manifester votre mécontentement par une marche, en tout cas à votre manière, pourvu que vous respectez les textes. Mais aujourd'hui, que les marches même sont réprimées, sont interdits, on ne donne pas l'autorisation de faire la marche, même pour les activités ordinaires. Et on empêche le parti des démocrates d'animer la vie politique. Quand on fait des trucs comme ça, c'est parce que nous ne sommes pas des belliqueux, nous ne sommes pas des violents. Parce que supposez que ce député-là qui a été violenté, alors qu'il a eu l'autorisation préalable pour tenir cette activité-là. S'il était violent, autant violent que ceux qui étaient en face de lui, on aurait assisté à des bagarres. On ne travaille pas à la cohésion nationale quand on fait. Nous ne sommes même pas des violents, on n'arrivera jamais là. D'accord, ok. Allez, il y a deux préoccupations sur lesquelles, avant de vous laisser sortir de ce studio, je voulais donc vous poser la question. Très souvent, vous appelez donc à l'assise nationale. Pour vous parler de l'assise nationale, il faut qu'il y ait une véritable crise. Pourquoi vous appelez donc à l'assise nationale? On parlerait de quoi? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de ce qui pourrait fonder ou motiver les assises nationales en République du Bénin. Notre pays a fait son chemin en ce qui concerne la démocratie. Nous avons connu l'instabilité. Et notre pays a opté pour le choix de la démocratie, pour que nous n'ayons pas à vivre les mêmes événements connus par le passé. Mais si nous avons fait tout ce parcours-là, pour qu'aujourd'hui on parle des gilets politiques, pour des gens qui n'ont eu que d'ambition pour leur pays. Si nous avons des détenus politiques, pour des gens qui n'ont que leur voix pour porter leurs croyances, leurs valeurs, leur idéologie. Si la population doit vivre dans la peur, parce que les rues sont militarisées, il y a des policiers un peu partout. Moi, il y a eu un temps, à temps de là, je ne pouvais pas venir, parce que même dans les rues, dans les plus petites rues, il y a des policiers un peu partout. L'État, donc, devrait assurer la sécurité des citoyens. Donc. Nous ne sommes pas un État policier. Lorsque vous êtes chez vous, et tout le temps les policiers débarquent, parce que au Bénin, quand les policiers débarquent dans une zone, on sait que c'est parce qu'il y a un cas grave. En tout cas, c'est notre réalité par le passé. On ne voyait pas les policiers comme ceux qui sont venus en apprendre bien quoi. C'est souvent parce qu'il y a eu un cas de vol. En tout cas, il y a eu crime ou délit et les policiers interviennent. Et là, c'est pour assurer la sécurité des citoyens. Mais lorsque on dit que les policiers débarquent dans une zone parce que les démocrates veulent tenir un meeting, tout le monde vit la peur dans leur zone, dans leur maison. Parce qu'on pourrait tirer à tout moment. Parce que ceux qui se sont retrouvés en prison en 2021, figurez-vous, ne sont pas pour la plupart même de ceux que j'ai connus, ne sont pas des hommes politiques ou des femmes politiques, de vieilles dames qui n'avaient rien de la politique. Mais c'est par là que ça commence, parce que les policiers débattent et veulent empêcher la tenue d'un meeting. Et on va commencer par renvoyer la foule, les gens vont courir, et on prend ceux qui courent parce qu'ils ont peur même des policiers, pour ceux qui veulent détruire. Alors qu'on n'a pas vu les gens détruire, hein. C'est pas qu'on a vu les gens détruire, on veut empêcher que la destruction des biens ne continue. Non! Parce qu'on dit clairement que démocrates l'aide au meeting de Souba Miguel-Ouamou a empêché. C'est de la psychose. Il y a une crise terrible qui ne dit pas son nom. Et lorsque nous aurons cette possibilité-là d'aller à une assise nationale, on pourra régler ces problèmes-là. Mais ce n'est pas ça l'important. Vous avez parlé de cohésion sociale. Si nous ne faisons rien, le tissu social risque d'être déchiré, pour ne pas dire comment le mot m'échappe pour le qualifier. Parce que qu'est-ce que 2026 nous prépare pour ce que nous voyons aujourd'hui, pour les lois taillées sur mesure? Qu'est-ce que 2026 nous prépare? Nous ne pouvons pas vivre le pire. C'est quand même le Bénin. Nous aurons l'occasion
de régler ces problèmes-là politiques pour engager de véritables problèmes de développement de notre pays. Parce que je constate, et c'est la réalité, que nous prenons tout le temps à parler de politique. Nous prenons tout le temps à voter des lois pour protéger nos intérêts, pour rester au pouvoir, pour conserver le pouvoir. Et nous ne pensons généralement pas aux jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Parce que la question d'emploi devient une question préoccupante pour les jeunes. On va vous inviter pour autre débat sur ces questions spéciales. Déjà, je ne vais pas donc vous laisser partir sans vous demander, parce que sur votre page, donc, vous avez publié une analyse sur la situation entre PRD et UPR. Oui, juste un petit mot. Le président Adrien Oumbédi a clarifié sa situation en disant qu'il n'a jamais eu que PRD existe toujours. Parce que pour lui, il n'a jamais eu de, comment il a dit, je ne me rappelle pas exactement, il n'a jamais eu de congrès de dissolution, il n'a jamais eu, en tout cas il a évoqué un certain nombre de choses qui fait qu'en l'état, le PRD existe toujours. Si le PRD existe, à quel titre le président Diogbenou anime la vie politique en tant que président du parti UPR? C'est de l'usurpation. C'est de l'usurpation. Il faut que ceux qui lui ont adressé la lettre là, c'est le ministère de l'Intérieur. Ouais. Prennent ses responsabilités pour clarifier cette situation. Puisque le PRD dit avec preuve à l'appui que son parti est juste et c'est légal. Que la situation soit clarifiée. Parce que l'auteur même de PRD, qui a donné son R pour que UPR devienne UPR, UP devienne UPR, dit que non, le R là est juste toujours il n'a jamais eu de UPR. Mais nous ne pouvons pas accepter que, malgré cette déclaration-là du président Adrien Oumbédi, l'UPR continue d'animer la vie politique. C'est de l'illégal, c'est de l'usurpation. Il faut clarifier la situation, régulariser à la limite la situation de l'UPR. Si le problème est que l'UPR remplit les critères pour exister, animer normalement la vie politique, le problème ne se pose pas. Mais il ne peut pas rester dans l'illégal parce qu'il est un parti de l'opposition, de la mouvance, et à continuer d'animer la vie politique comme si de rien n'était. Et vous avez demandé que l'UPR n'anime plus la vie politique? Oui, le ministère de l'Intérieur doit aussitôt, même à partir du moment où le maître Adrien Oumbédi a fait cette sortie-là, interdit toute activité au parti, ce n'est pas ça doit venir au parti UPR, parce qu'ils doivent régulariser leur situation. Pour être parti politique, ils doivent arriver à un accord avec UP et PRD du maître Adrien Oumbédi pour continuer d'exister en tant que UPR, ou il revient qu'il est positif, je ne sais pas, à UPR. Parce que le R là pose problème. Le R est toujours avec maître Adrien Oumbédi. Merci beaucoup Nadine Koumassou. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Je dirais que nous ne gagnons rien à utiliser la violence. Et comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des violents. Même lorsqu'on nous impose la violence, nous essayons de faire de tout voir pour que la situation soit apaisée. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous écoute. Et vous remarquez que nous sommes pacifiques. Moi, je trouve même mon parti trop pacifique. Parce que moi, dans ma jeunesse, je ne retrouve pas cette fougue-là. Bon, je dis, mais nous sommes un État démocratique. Et bon, on ne peut pas, parce qu'on est au pouvoir, dicter la loi pour tout contrôler. Et contrôler, oui, mais restreindre la liberté des autres, non. On ne peut pas faire de l'abus. On use de son pouvoir pour empêcher les autres de jouir de leurs droits. Non, ça ne peut pas continuer. Ce que nous demandons, c'est que les élections soient inclusives, transparentes, qu'on permette à ce que les procès-verbaux soient finalisés. Ils n'ont rien à cacher, qu'ils ne veulent pas tricher. Il n'y a aucun mal à ce qu'on dise que les partis politiques
doivent forcément avoir leur projet verbaux. L'autre chose est que c'est pas parce que vous savez que c'est vous qui avez la majorité des parmi que vous allez prendre des mesures comme 10% sur le plan national, 20% dans la circonscription, et parce que vous savez que vous avez disposé d'un accord de coalition parlementaire qui vous avez une forme de contour. Ça contourne les 20%. Pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde, parce que si ça devait être pour tout le monde, il faut que cette partie-là dont vous appelez tout le monde là, soit quand même d'avoir les 10% sur le plan national. Vous nous dites toujours les efforts des autres partis. Nous sommes dans du réalisme, c'est la réalité. En 2023, tu peux changer, tu peux basculer. Tout peut changer, mais nous n'avons pas, comment je le dis, c'est la loi qui a été, c'est une loi qui a été votée. Et la loi règle des problèmes. La loi n'en crée pas davantage. Alors quand on se dit qu'on se rend compte que la loi a été corsée davantage pour ne régler aucun problème ou en rajouter d'autres problèmes, nous disons que ce qui est en train d'être préparé là, c'est pour arriver à un parti unique et le peuple ne se laissera pas faire. Mais ce que nous ne voulons pas dessus tout, c'est que notre pays soit un pays de paix. Nous ne voulons plus de violence, nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous attirons l'attention du président de la République sur le fait qu'il ne servirait à rien d'user de son pouvoir pour empêcher que l'expression, la volonté du peuple soit dite. Il faut travailler à la transparence et permettre à tout le monde de participer aux élections. Et ils ont dit qu'ils sont en train de travailler, donc ils travaillent avec le meilleur président. Bon, nous lui concédons ça. S'il est le meilleur président qui travaille, c'est que les Béninois veulent encore de son candidat. Pas lui, il a fini, mais les Béninois veulent encore de son candidat. Ça, c'est donc s'ils disent qu'ils travaillent. S'ils n'ont pas de candidat, ils savent qu'ils travaillent comme ils sont conscients de leur résultat. Qu'ils laissent les élections libres et qu'ils ne font pas des contours d'accords de coalition parlementaire parce qu'ils savent que les autres sont faibles et par rapport à eux, ils sont forts. Même le parti du peuple. Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le parti du peuple pourrait l'emporter et ne pas se faire représenter. Parce que lorsque vous avez les 2% dans toutes les circonscriptions, et dans une seule circonscription, vous avez 99,99%, c'est pas que vous n'êtes pas le parti du peuple, c'est pas que vous n'êtes pas porté par le peuple. Vous êtes bien le parti du peuple, vous êtes porté par le peuple, c'est vous que le peuple veut à l'Assemblée nationale, mais la loi a été votée pour vous empêcher d'être à l'Assemblée nationale. D'accord. Allez, merci beaucoup Nadine Rokumatou. Merci à vous, Madame Nadine Rokumatou. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est sur vos mots de fin que nous allons clôturer l'émission en toute vérité de ce jour. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, notre débat de ce jour s'est accentué exclusivement sur le code électoral. Notre invité, Nadine Rokumatou, voit autorisé par le parti LD à décortiquer sur cette émission les articles qui fâchent et dont l'opposition appelle à la relecture. Des suggestions ont été également faites à le parti LD pour un code électoral plus inclusif. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis.